Bonjour, je m'appelle Simon Labaille, je suis assistant de recherche à l'Université libre de Bruxelles et j'ai soutenu une thèse consacrée aux valeurs de l'Union européenne que j'ai écrite sous la direction des professeurs Rostan Mehdi à Aix-Marseille Université et Olivier Delas à l'Université Laval à Québec. Alors je crois que la question, ce n'est même pas de savoir si l'Union peut défendre ses valeurs. La vraie question, c'est que l'Union doit défendre ses valeurs pour des raisons que j'ai abordées tout à l'heure et qui sont d'ordre existentiel. Autrement dit, le jour où l'Union ne sera plus capable de défendre ses valeurs et de les protéger, l'Union n'existera plus, ou en tout cas, ce ne sera plus l'Union telle qu'elle a été façonnée par 70 ans d'intégration communautaire et telle que les traités la définissent. Dans la mesure où les valeurs sont au cœur du contrat de société auquel les États membres et leurs citoyens ont accepté de se lier quand ils ont décidé de rejoindre le processus d'intégration communautaire, celui-ci n'existe que par l'intégrité des valeurs qui le fondent. Et donc, pour assurer cette protection, on a peu à peu conçu un véritable dispositif de protection qui ressort notamment mais pas seulement, de l'article 7 TUE, et c'est le fameux dispositif qui permet de prévenir ou de sanctionner les éventuelles atteintes graves et systémiques aux valeurs de l'Union européenne. C'est un dispositif qui malheureusement jusqu'à aujourd'hui n'a pas vraiment réussi à faire ses preuves pour différentes raisons. Pour le décrire, je crois que c'était l'ancien président de la Commission Barroso qui parlait d'options nucléaires à propos de l'article 7 TUE. Et effectivement, c'est un article qui est difficile à mettre en œuvre, tout simplement parce qu'il permet de recourir à des sanctions qui peuvent être importantes à l'encontre des États membres qui se rendraient coupables de violations graves et systématiques des valeurs de l'Union. Et donc là, évidemment, ça renvoie au cas de la Hongrie et de la Pologne aujourd'hui, et qu'il a donc un aspect assez traumatisant, et qui nécessite en plus l'accord à l'unanimité des membres du Conseil, qui est extrêmement difficile à atteindre et aujourd'hui tout à fait impossible pour les raisons d'ordre politique que l'on connaît, et le fait qu'il est à peu près impossible d'imaginer que tous les chefs d'État et de gouvernement se mettent d'accord pour sanctionner aujourd'hui la Hongrie ou la Pologne, malgré les appels répétés du Parlement européen, tout simplement parce que ces États ont des points d'accord assez forts et se sont organisés, notamment à travers le groupe de Visegrad, pour faire valoir leurs intérêts et leurs opinions, ce qui pose de véritables problèmes, des problèmes majeurs de cohérence du sens que l'on veut donner à l'intégration européenne aujourd'hui. Et ce qui a amené à réfléchir à un moyen d'améliorer l'efficacité de la préservation des valeurs de l'Union, et en 2014 de créer un nouveau mécanisme, qui est le mécanisme de dialogue sur l'état de droit, qui dépend lui essentiellement du travail de la Commission européenne, et qui est actuellement mis en œuvre pour essayer de résoudre la situation conflictuelle qui est aujourd'hui la situation de la Pologne, sans grand succès à ce jour, mais bon, dans la mesure où la procédure est aujourd'hui en cours, on peut espérer finalement arriver à un certain nombre de progrès. Est-ce que tout ça, ça signifie un échec fondamental de l'Union dans la protection de ses valeurs? Alors là, on parle de protection de ses valeurs au regard de l'action de ses propres États membres, hein. Ce sont des atteintes internes. Eh bien non, on ne peut pas parler d'échec fondamental, puisque aujourd'hui, malgré un certain nombre de dérives dont il ne faut surtout pas minorer la gravité, aucun des États membres de l'Union aujourd'hui n'est une dictature, malgré une dérive autoritaire, donc en Hongrie et en Pologne notamment. Ces États membres sont encore aujourd'hui des démocraties, et le fait de devoir absolument contrôler leur comportement ne signifie pas qu'on y a échoué de manière absolue. D'ailleurs, ils ont quand même reculé sur un certain nombre de points précis. Donc aujourd'hui, le débat est en cours, il est difficile de présager de l'issue de cette situation, mais il est clair qu'aujourd'hui, il y a une véritable crise dans l'Union, et peut-être même une crise des valeurs,
sur ce qui fonde le cœur même de l'intégration européenne. Est-ce que tous les États membres sont encore d'accord sur l'essence du projet? C'est une question qu'on est en droit de se poser au regard de la situation actuelle. Alors, pour la protection des valeurs, le rôle du juge est absolument décisif. Et contrairement d'ailleurs à ce qui pourrait paraître au premier abord, puisque le juge n'a un rôle qu'accessoire et essentiellement procédural dans la procédure que je viens de décrire, qui est la procédure issue de l'article 7 TUE, il est tenu quasiment à l'écart, puisqu'on a estimé que c'était une question d'ordre essentiellement politique et que donc les aspects juridiques échappaient largement au contrôle qu'on pouvait exercer à travers cette procédure. Pourtant, le juge s'est imposé comme un acteur de premier plan en matière de protection des valeurs, notamment sous l'influence de ses avocats généraux, qui ont déployé ce que j'essaie de décrire dans ma thèse comme une véritable stratégie de mise en avant et de conception d'un ordre juridique par les valeurs. Et donc, l'analyse de la pratique juridictionnelle, évidemment, ça a constitué un des aspects principaux de mon travail, et c'est ce qui permettait de jauger de l'inscription des valeurs dans une forme de réalité quotidienne du fonctionnement de l'Union européenne. Et évidemment, c'est le contrôle juridictionnel qui permet de garantir l'union de droit et la préservation de l'état de droit, qui sont la condition même de la préservation des valeurs dans l'Union européenne. Et la Cour a contribué de manière décisive à ce que les valeurs de l'Union soient peu à peu inscrites dans les traités. Si l'on songe à la tradition constitutionnelle commune que la Cour évoquait à propos de la reconnaissance des principes généraux du droit de l'Union, ça renvoie de manière très claire à la question des valeurs communes aux États membres que l'article 2 TUE met en avant et reconnaît. Et donc, à propos du rôle du juge, je pense qu'il doit être analysé à partir d'une perspective double. Le juge, d'abord, protège les valeurs d'une manière presque casuistique, d'une manière individuelle, de manière quotidienne, en veillant à ce que les droits des individus qui vivent sur le territoire de l'Union européenne soient respectés. Et donc, c'est toute la jurisprudence, évidemment, sur les droits fondamentaux, mais il y a des arrêts qui mettent en avant la dignité, l'égalité, voilà. Tout ce qui renvoie au fonctionnement de l'Union en tant qu'organisation qui répond au canon de l'état de droit. L'état de droit qui est évidemment l'une des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Mais au-delà de cette sorte de protection quotidienne essentielle et fondamentale, il y a aussi, dans une perspective plus globale, le façonnement d'un système que j'ai évoqué tout à l'heure quand j'ai parlé du pluralisme, et un système qui ne peut fonctionner qu'en ayant recours à des principes qui procèdent directement des valeurs de l'Union. Et je reviens à l'avis de 13, alors j'ai oublié le paragraphe qui renvoie précisément aux valeurs de l'Union, mais c'est celui qui fait clairement le lien entre la confiance mutuelle qui est à la base du fonctionnement même de l'Union et les valeurs que partagent les États membres entre eux. Alors le Brexit. Le Brexit en deux mots. Alors, les valeurs ne sont sans doute pas la raison fondamentale du Brexit, quoique. Et je pense que c'est un aspect qui a été assez négligé dans les analyses que l'on a eues de la question du vote du 23 juin dernier, et qui devrait normalement conduire à un départ du Royaume-Uni. Elle a été occultée, je pense, parce que il n'y a évidemment pas d'incompatibilité entre les valeurs qui sont les valeurs qui fondent l'Union européenne et les valeurs qui sont défendues au Royaume-Uni. Est-ce que la conception qu'on se fait de la dignité humaine dans l'Union, de l'état de droit dans l'Union, sont contraires à celles que l'on s'y fait au Royaume-Uni, pardon? Évidemment, non. Donc, ce n'est pas un désaccord de fond sur la substance même des valeurs, ni sur la signification de ces valeurs. En revanche, et je pense que c'est tout à fait décisif, il y a un désaccord sur le sens même du projet. Autrement dit, d'après mon analyse, je pense que le Royaume-Uni ne reconnaît pas la légitimité à l'Union européenne
pour s'emparer de ces questions, pour s'emparer des questions qui renvoient aux valeurs de l'Union européenne. Et d'ailleurs, c'est très net si l'on sort du cadre de l'Union européenne, quand on regarde les rapports que le Royaume-Uni entretient avec le Conseil de l'Europe et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et la contestation récurrente de la légitimité de la Cour européenne des droits de l'homme pour décider de la manière dont les droits fondamentaux doivent être conçus et appliqués au Royaume-Uni. Donc là-dessus, il y a un vrai désaccord sur le sens du projet. Pour le Royaume-Uni, ce projet, c'est seulement un instrument. C'est un instrument économique, et tout ce qui relève fondamentalement de l'identité britannique, ça doit être perçu et protégé dans un cadre exclusivement interne. Et ça, évidemment, ça va complètement à l'encontre de l'essence même de l'intégration européenne telle que je l'ai définie tout à l'heure. Donc sur cet aspect-là, je pense que la question des valeurs, elle a joué un vrai rôle dans le départ du Royaume-Uni.